Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité environnementale de ce mardi 10 octobre. Au sommaire, Kinshasa a accueilli mercredi dernier le premier forum agro-business. Ce forum a réuni plusieurs organisations patronales et des autorités politiques de la RDC afin de trouver des solutions à la sécurité alimentaire. En Tanzanie, l'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides a déclaré l'insémination de plusieurs Quelea, une espèce de petit oiseau qui menace les cultures. Et puis, face au réchauffement climatique dont souffre toute l'humanité, plus précisément les enfants, l'UNICEF recommande de redoubler d'efforts pour protéger les enfants face à ces catastrophes météorologiques. À suivre dans un instant. C'était tout pour les titres, place au développement. Patronat et autorités politiques de la République démocratique du Congo ont plaidé le mercredi dernier à Kinshasa pour une revanche du sol sur le sous-sol, car ce pays est riche en ressources, mais sa population est majoritairement pauvre. Plus d'une centaine de participants d'une vingtaine de pays ont pris part à ce forum de 2 jours suivants. Avec un très vaste territoire et une capacité de production agricole pouvant nourrir le quart de la population mondiale, un potentiel hydroélectrique et un marché régional de 260 millions de consommateurs, il est clair que la République démocratique du Congo bénéficie d'atouts majeurs. Pourtant, l'insécurité alimentaire est fortement répandue dans le pays. Elle frappe 27 millions de personnes. Chaque année, la RDC dépense des milliards de dollars en important des produits alimentaires. Alors, pour initier une transformation totale du secteur agricole, Kinshasa a accueilli le premier forum agro-business. L'agriculture ne doit pas être prise seule, isolée. On doit jouer un écosystème autour de l'agriculture. Il faut l'industrie, il faut l'énergie, il faut les routes, il faut les finances. À ce moment-là, nous ne tomberons pas dans les erreurs du passé. La RDC aujourd'hui est en train de perdre autour de 3 milliards de dollars l'an pour importer les céréales. Alors que nous sommes capables, avec tout ce qu'on a comme potentiel, de produire, de donner tout ce qu'il faut et on peut nourrir toute l'Afrique. Le gouvernement congolais vise une stratégie sur 10 ans. Il s'agit de renforcer la productivité des exploitants, développer les infrastructures énergétiques et de transport, améliorer le cadre de gouvernance et de renforcer le capital humain des acteurs du secteur. Selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi, la croissance agricole est impérative car elle permet de réduire la pauvreté plus efficacement que la croissance dans les autres secteurs. En dépit d'initiatives menées par le passé, le paradoxe de l'insécurité alimentaire demeure. Faire de cette transformation agricole une priorité révèle donc d'un enjeu majeur du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Choisir la préservation des rizières et l'existence de certains oiseaux en Tanzanie. L'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides a déclaré l'insémination de près de 5 millions de Quelea, des petits oiseaux à bec rouge. Selon les autorités tanzaniennes, ces petits oiseaux menacent près de 400 hectares de culture. Rafi Tumbereko nous en parle. En seulement une semaine, 5 millions au total de Quelea, des petits oiseaux à bec rouge, ont été anéantis en Tanzanie pour protéger des rizières, a claironné l'organisme national de surveillance des plantes et des pesticides. Les Quelea, encore appelés travailleurs à bec rouge, se déplacent en larges groupes et font des ravages sur les cultures en Afrique. Les invasions se produisent généralement au début de la saison sèche en septembre et octobre. Selon l'autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides, ces oiseaux qui se trouvaient dans la région de Mangara, dans le nord du pays, menaçaient de plus de 400 hectares de culture commerciale. Joseph Ndunguru, directeur général de la protection des végétaux et des pesticides, a indiqué que l'agence avait ciblé les nuées avec les pulvérisations aériennes, avec notamment des drones sur une période de 4 jours, les tuant avant qu'ils n'endommagent les rizières du nord de la Tanzanie.
En 2013, l'Ouganda avait aussi exterminé 1,8 million de Quelea pour protéger des rizières, ce qui avait provoqué l'ire des défenseurs de l'environnement. L'autorité tanzanienne de la protection des végétaux et des pesticides affirme que ces oiseaux sont capables de détruire plus de 50 tonnes de cultures vivrières en une seule journée. Publié en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies, le dernier rapport de développement durable en Afrique évalue les progrès des 5 principaux objectifs de développement durable. Il révèle des progrès constants sur les cibles clés des ODD, en particulier sur la couverture du réseau mobile 4G, à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Alessandra Adekombi nous fait le point. Sur les 48 pays évalués en Afrique, seuls l'Égypte et la Tunisie sont en bonne voie pour atteindre l'objectif de l'assainissement de base universel d'ici à 2030. Le rapport 2023 sur le développement durable en Afrique indique qu'en ce qui concerne le 6e objectif de développement durable ODD 6, les pays africains ont amélioré l'accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité, mais il subsiste une importante disparité entre les zones rurales et urbaines. 3 Africains sur 5, soit 411 millions de personnes, manquent encore d'eau potable gérée en toute sécurité. Le rapport appelle les pays africains à investir dans les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène, à renforcer les capacités de gestion intégrée des ressources en eau. Le rapport 2023 intitulé « Accélérer la reprise au sortir de la pandémie de la maladie à coronavirus et la mise en œuvre intégrale du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine à tous les niveaux » a été publié aux marges de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Il a été produit par le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et la Banque africaine de développement. Le document évalue les progrès de l'Afrique dans la mise en œuvre des 5 principaux ODD, à savoir les ODD 6 eau potable et assainissement, ODD 7 énergie propre et abordable, ODD 9 innovation, l'industrie et les infrastructures, ODD 11 les villes et les communautés durables et ODD 17 les partenaires. Outre l'accès à l'eau potable, le rapport révèle des progrès constants sur la couverture du réseau mobile 4G et l'accès à l'électricité. Le rapport note bien que l'Afrique progresse vers la réalisation des ODD, le nombre d'objectifs en bonne voie est inférieur à celui des objectifs nécessitant une accélération ou une inversion de tendance. Il appelle à des interventions rapides pour accélérer les progrès des pays sur les principaux ODD et les aspirations, objectifs et buts de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors que les pénuries d'eau potable et l'avancée de l'érosion côtière impactent négativement les activités de la population en Côte d'Ivoire, un financement de 300 millions d'euros des Pays-Bas permettra à ce pays de l'Afrique de l'Ouest de renforcer sa résilience dans les zones les plus touchées. Alessandra Adekombi. Le financement de 300 millions d'euros annoncé par les Pays-Bas sera décaissé par la société néerlandaise Invest International. Le mémorandum d'accord a été signé le 2 octobre 2023 entre le ministre ivoirien de l'économie et des finances Adama Coulibaly et la directrice des infrastructures publiques d'Invest International, Lara Müller. Il s'agit de l'accès à l'eau potable, de la lutte contre l'érosion côtière, du développement du secteur portuaire et de la santé. S'agissant de l'eau potable, une partie de l'importante enveloppe d'Amsterdam permettra d'accélérer plusieurs initiatives en cours dans le programme Eau pour tous lancé en 2020. Cette initiative, conformément au 6e objectif de développement durable ODD 6, vise la couverture universelle en eau potable en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. À ce jour, le pays d'Afrique de l'Ouest enregistre un taux d'accès de 70% en milieu rural et de 80% en zone urbaine, selon les chiffres officiels. La lutte contre l'érosion côtière, un autre projet structurant, inscrit dans le Programme national de développement PND 2021-2025 du pays d'Alassane Dramane Ouattara, sera intensifié grâce au financement des Pays-Bas. L'une des initiatives importantes de protection de l'espace côtier en cours en Côte d'Ivoire
est le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RESIB. Il s'agit du premier projet d'investissement du programme de gestion du littoral ouest africain WACA qui vise à contribuer au développement durable du littoral de 6 pays de la sous-région. Toujours en Côte d'Ivoire, l'initiative d'Abidjan, lancée depuis 2022, connaît aujourd'hui le soutien de pays africains. Le Royaume du Maroc fait partie des pays qui soutiennent fortement ce programme, évalué à 1,5 milliard de dollars. Son objectif est de créer des conditions d'une durabilité environnementale. Plus de précisions dans le récit qui suit. La déforestation a atteint une proportion très élevée en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies parle de 60% de terres dégradées, un chiffre qui évolue au fil du temps. Conscient des risques environnementaux que cela représente, le gouvernement ivoirien a lancé l'initiative d'Abidjan, un programme qui a pour objectif de créer les conditions d'une durabilité environnementale avec une agriculture plus mécanisée et moderne. Selon le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce programme dont la vocation est de permettre au pays d'intégrer dans ses stratégies de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration des écosystèmes forestiers dégradés, nécessitera pour sa mise en œuvre la mobilisation de 1,5 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années. L'initiative d'Abidjan a reçu le soutien des pays tels que le Maroc. Le royaume chérifien s'est engagé à accompagner techniquement et financièrement ce programme et d'y apporter son expertise. Selon les autorités ivoiriennes, cette initiative s'articule autour de 4 composantes que sont la lutte contre la déforestation et l'engagement pour la restauration des forêts, l'amélioration de la productivité agricole, l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiales plus durables et l'identification des chaînes de valeur du futur qui résisteront au changement climatique et qui seront respectueuses des sols. Les catastrophes météorologiques liées au réchauffement climatique font des victimes et les enfants ne sont pas épargnés. L'UNICEF alerte sur les déplacements d'enfants causés par ces phénomènes. Au total, 43 millions d'enfants déplacés ont été enregistrés. L'agence recommande de redoubler d'efforts pour protéger les enfants et de trouver des mesures urgentes car ces chiffres augmenteront à vive allure dans les 30 prochaines années. Léonce Sagbo. L'UNICEF, dans un rapport publié le vendredi dernier, a dressé une première analyse mondiale liée au nombre d'enfants ayant été contraints de quitter leur foyer entre 2016 et 2021 en raison d'inondations et tempêtes représentant à elles seules 95% de ces déplacements. D'autres facteurs comme la sécheresse et les feux de forêt ont quant à eux provoqué respectivement 1,3 million et 81 000 déplacements internes dont plus d'un tiers en 2020. Au total, 44 pays sont concernés, mais la Chine et les Philippines sont les pays ayant enregistré le plus grand nombre de déplacements en raison de leur exposition à des conditions extrêmes météorologiques et au fort taux de leur population infantile. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance précise que les enfants vivant dans de petits États insulaires tels que la Dominique et le Vanuatu ont le plus été touchés par les tempêtes, tandis que ceux de la Somalie et du Soudan du Sud sont plus touchés par les inondations. Par ailleurs, le rapport dévoile aussi que le Canada, l'Israël et les États-Unis constituent les pays ayant enregistré le plus grand nombre à la suite d'incendies. Rappelons que ces changements climatiques ont occasionné 244 millions d'élèves privés d'écoles dans le monde. La directrice de l'UNICEF, Catherine Rossell, estime que si l'on dispose des outils et des connaissances nécessaires pour répondre à ce défi croissant, le processus sera plus lent. Une estimation de l'organisation révèle que ces catastrophes pourraient engendrer plus de 113,5 millions de déplacements infantiles au cours des 30 prochaines années. Elle craint aussi que ces projections qu'elle juge déjà inquiétantes se révèlent plus élevées. L'agence onusienne, face à ce terrible constat, appelle les gouvernements, les partenaires du développement et le secteur privé à prendre des mesures urgentes pour protéger les jeunes et les enfants qui risquent d'être déplacés. Elle recommande d'adapter les services de l'éducation, de la santé, de la nutrition et de la protection sociale de l'enfance aux chocs transférables et inclusifs.
Elle plaide aussi la priorisation des enfants et des jeunes dans les plans d'action et de financement relatifs aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique. Les animaux se joignent aux actions des hommes pour lutter contre les incendies de forêt. Ainsi, des centaines de chèvres ont été mis en libre circulation aux États-Unis, particulièrement dans le Golden State, pour brouter les herbes sèches afin de réduire les risques d'incendie. Retrouvons Vivas Amana dans ce commentaire. La Californie renoue avec des moyens ancestraux pour faire face à certains défis environnementaux d'actualité. Ainsi, les chèvres sont laissées en liberté pour circuler dans le Golden State pour brouter les herbes sèches. Cette initiative est une méthode écologique et économique qui vise à réduire les risques d'incendie dans cet état de l'ouest des États-Unis. La ville de Reading, avec ses 180 000 habitants, est l'une des principales initiatrices de cette méthode dénommée Ghost Strike Force, c'est-à-dire Force spéciale Caprine. Une force spéciale qui patrouille librement dans les espaces verts de la Californie, qui compte des grandes villes comme Los Angeles, San Francisco ou encore Sacramento. Cette méthode réjouit les éleveurs de la région, à l'instar de Michel Choix, qui loue ses chèvres à des municipalités, des écoles et des particuliers pour débroussailler leurs terrains difficiles d'accès. Avec son entreprise qui possède 700 chèvres, il a dû agrandir son troupeau pour répondre à la demande. Karen Longboch, professeure d'écologie à l'université d'Idaho, déclare que ces animaux sont particulièrement utiles dans des endroits comme la Californie et la Méditerranée car elles sont adaptées pour s'attaquer aux arbustes. Elle ajoute que les chèvres peuvent aussi manger des plantes vénéneuses et les tiges ainsi que les petites branches. En 2013 par exemple, le service forestier des États-Unis s'est fait aider par 1400 caprins pour éclairer 40 hectares dans la forêt nationale du Cleveland. Ce travail des chèvres a aussi aidé à arrêter les flammes lors d'un incendie dans l'ouest de la ville de Sacramento en 2022. Utiliser la faune de cette manière devrait faire partie de la boîte à outils dans la lutte contre les incendies de forêt. Rappelons que les incendies en Californie sont devenus fréquents et intenses, ainsi que destructeurs depuis des années, et ceci avec le réchauffement climatique qui accentue les canicules et les sécheresses. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des matelas a vu le jour en France. Inauguré par le groupe coopératif et le groupe Veolia, ce site revalorise les vieux matelas et utilise leurs composants pour fabriquer de nouveaux matelas et d'autres outils. Rafetoun Berikou nous en parle. Environ 5 millions de matelas usagés sont jetés chaque année en France. Auparavant enfouis, ces vieux matelas sont aujourd'hui révalorisés. Leurs composants servent à fabriquer de nouveaux matelas, des panneaux isolants ou des vêtements pour aires de jeu. Une nouvelle unité de tri et de valorisation des matelas vient d'entrer en service à la Mézières près de Rennes. Elle est inaugurée par le groupe coopératif, acteur depuis plus de 30 ans dans l'économie circulaire et sociale en Bretagne, en partenariat avec l'éco-organisme Eco-Maison et le groupe Veolia. C'est un site de 7e du genre en France qui reçoit chaque jour des centaines de matelas usagés venus de toute la Bretagne. Depuis 2013, l'instauration d'une éco-participation sur les produits d'ameublement, les choses ont bien changé avec l'émergence d'une vraie filière qui recycle et valorise aujourd'hui 97 des composants d'un matelas usagé. Les 3% restants sont des matelas qui sont trop souillés ou alors des vieux matelas à l'ancienne en laine ou en crin de cheval, a souligné Ludovic Blot, directeur général des ressources T. De l'ordre de 150 000 par an, soit 2000 tonnes, et on compte monter en puissance pour atteindre les 300 000 matelas par an, a-t-il précisé. Fonctionnant comme une usine de fabrication, le site de la Mézières sert aussi de laboratoire pour les équipes. Dans un petit coin du vaste atelier, des coussins en fibre de polyester ont été produits à partir de vieux coussins. On va poursuivre la demande sur de la décoration textile comme les tapis ou les rideaux car nous sommes désormais dans une ère où rien ne se perd et tout se transforme, a déclaré Dominique Mignon, présidente d'Eco-Maison. La durée de vie d'un matelas est comprise entre 5 et 10 ans en moyenne, soit entre 1825 et 3650 nuits.
Comme la neige fond au soleil, le Mont Blanc a perdu 2 mètres de sa hauteur en 2 ans. Le plus haut sommet d'Europe mesure désormais 4806 mètres après la dernière mesure réalisée à la mi-septembre. Les géomètres auteurs de cette 17e mesure n'imputent pas cette baisse au réchauffement climatique car les relevés depuis l'an 2000 n'ont cessé de montrer une variation d'altitude du Mont Blanc. Vivace Amana. Le plus haut sommet de l'Europe a encore perdu de son altitude. D'après une ultime mesure réalisée à la mi-septembre par une équipe de géomètres experts, le Mont Blanc mesure désormais 4805,59 mètres, soit 2 mètres de moins qu'en 2021 lors de la précédente mesure. Cette dernière prise des dimensions du Mont Blanc, qui est la 17e du genre depuis l'an 2000, démontre une variation de l'altitude de 5 mètres, ce qui signifie que la position du sommet bouge. En effet, le toit de l'Europe est recouvert de 30 mètres de glace et 2 mètres d'épaisseur de neige fraîche au sommet, d'après Denis Borel, président de la Commission pour les mesures du Mont Blanc 2023. Pour ce faire, les géomètres sont réticents à imputer cette baisse d'altitude du sommet du Mont Blanc au changement climatique. Cette réticence est d'autant très étonnante puisque l'année 2023 en cours connaît des records de chaleur et pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée selon le service météorologique européen Copernicus. Jean Desgaret, président de la Chambre départementale des géomètres experts de Haute-Savoie, prévient que cette dernière mesure pourrait être utilisée pour des spéculations. D'après lui, des baisses de près de 2 mètres ont déjà été enregistrées entre 2001 et 2003 et 2,9 mètres entre 2017 et 2019 et le Mont Blanc pourrait très bien être beaucoup plus haut dans 2 ans. Denis Borel abonde dans le même sens en déclarant qu'à 4800 mètres, il peut tomber 1,5 mètre de neige en une nuit. Les données ne sont peut-être pas encore suffisamment redondantes pour tirer des conclusions sur un éventuel réchauffement climatique à cette altitude. L'objectif de cette 17e mesure du Mont Blanc est de fournir une base de données techniques précises et fiables aux scientifiques qui pourront ensuite procéder à des analyses plus pertinentes et fondées. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous.